spectaculaire robe dite à la française. Nous sommes au XVIIIe siècle et cette robe se porte à travers tout l'Occident des 1720, à la ville comme à la cour. Caractérisée par son volume sur les côtés et par ses plis du dos, qui tombent en cascade, sa conception pouvait nécessiter jusqu'à 25 mètres de tissu et son prix atteindre le montant d'un petit château. Je vous présente aujourd'hui deux modèles de cette robe. La première, jaune, est une réinterprétation historique de la princesse Disney. C'est une française dite tardive, puisqu'inspirée de la mode en 1780. Elle se reconnaît par sa fermeture sur le devant. Tout en taffetas et doupion de soie, les manches se terminant par des dentelles dites engageantes, en mousseline de soie brodée. La seconde robe, rose, est un modèle classique des années 1770. Elle est composée d'un jupon à volants portés sur des palmiers, d'un manteau de robe surmonté dans le dos des fameux plis d'Iwato, du nom du peintre qui les baptisa, et d'une pièce d'estomac entièrement brodée main de fil d'or véritable. Tout en satin duchesse de soie, décoration en bouclon de soie, et engageante en dentelle de coton antique. Voici une robe plus simple, mais scandaleuse en son temps, la chemise à la reine. Nous sommes en 1780. Marie-Antoinette passe beaucoup de temps au Petit Trianon, une extension du château de Versailles dans lequel elle peut échapper à l'étiquette de la reine. Dans les jardins de son petit royaume, elle commence à arborer cette robe en presque transparence, qui rappelle les chemises portées en sous-vêtements. Bientôt, elle se fait immortaliser dans cette tenue par Elisabeth Vigée-Lebrun dans le célèbre portrait Marie-Antoinette à la rose. Lors de son exposition, la tenue légère de la reine sur la toile fait scandale et l'artiste se voit contraint de refaire le portrait avec une tenue considérée comme plus bien séante. Aujourd'hui est en voile de coton peint en noir, surmontée de dentelles valenciennes couleursées et d'une ceinture en organza sur le dos. Nous sommes dans les années 1770, sous le règne de Louis XVI et Marie-Antoinette. Cette petite veste, version courte de la robe à la française, se nomme le pétendeur. Vous savez pourquoi? Exactement comme son nom l'indique. Lorsque le vent s'engouffre à l'intérieur des plis, le dos de la veste gonfle et l'on a alors l'impression que cet effet est dû à des gaz indélicats. D'où le nom pétendeur. Ce pétendeur est en brocart de soie ornée de galons dorés, dentelle valencienne, avec une jupe et des nœuds en satin de soie. Tiens, ces deux robes semblent familières. Il s'agit en effet d'une seconde chemise à la reine et d'une autre robe à la française. Mais celles-ci sont particulières puisqu'il s'agit de tenues noires, couleur principale du deuil au XVIIIe siècle. À cette époque, le port du deuil suit une étiquette bien établie. Les appartements sont tendus de sombre, les miroirs cachés et toute la maisonnée, domestique compris, se parle de noir.
Selon le degré de proximité avec le défunt, la durée du deuil varie de quelques jours à 6 mois. Les veuves doivent, quant à elles, le porter une année entière. Les veufs en sont, eux, totalement dispensés. La chemise à la reine que je vous présente ne respecte pas tout à fait cette étiquette, puisqu'elle est en organza de soie rayée noire, matière interdite par le protocole. Elle est également recouverte de dentelle valencienne et ornée d'une ceinture en taffetas de soie rouge carmine. Elle est très largement inspirée du personnage du vampire. Tout aussi outrageuse, cette robe à la française en taffetas de soie noire se pare de décoration et d'une jupe couleur or antique, quand les couleurs imposées par l'étiquette étaient le noir et le gris, et les bijoux ainsi que le maquillage étaient eux proscrits. Cette robe est inspirée d'une tenue du personnage de Charlotte dans la série Argos. Changement de siècle pour cette belle robe Premier Empire. Nous sommes aux alentours de 1807, début du 19e siècle, et la taille dit empire, sous la poitrine, a fait son apparition. La mode de cette époque s'inspire de l'Antiquité et rappelle le drapé des tenues romaines et des représentations picturales des déités grecques. Il s'agit ici d'une robe de jour, simple, inspirée d'un tableau de Joseph Frédéric Soulatour. Elle est faite d'un satin duchesse de soie verdot, manche en organza, ceinture en satin de soie saumon, agrémentée d'un bijou de strass et perles argentées. En opposition aux robes de jour, les robes de bal ou de soirée sont elles plus décorées. Voici deux robes, toujours datées d'environ 1807, qui pourraient être portées pour ces occasions particulières. La première est en soie doupion couleur bronze, brodée de fleurs roses. La deuxième, très inspirée de la série Netflix Les Bridgerton, est en satin duchesse de soie rose recouverte d'un tulle brodé et décorée de perles et strass avec des manches tulies. Contrairement aux croyances, la robe empire se porte, comme toutes les robes présentées depuis le début de ce défilé, avec un corset. Mais au fait, savez-vous ce qui se cache sous ces robes pour leur donner une silhouette et des volumes si particuliers? Non? Laissez-moi vous montrer. Cette robe Premier Empire est portée un corset court sur une chemise de colle. Il sculpte la poitrine en forme de corbeille, bascule les épaules en arrière et permet de remonter la ligne de dessus de poitrine afin de marquer cette fameuse taille empire et d'allonger la silhouette. Et sous cette robe à la française rose vue précédemment, il se cache tout d'abord des grands paniers, ce qui sert à donner le volume sur le côté. Puis un corps baleiné qui donne au buste cette forme conique si caractéristique du XVIIIe. En parlant de sous-vêtements, laissez-moi vous montrer un effet d'optique étonnant.
Cette demoiselle a une taille presque surnaturelle, n'est-ce pas? Eh bien, pas tout à fait. Nous sommes en 1907 et le corset commence à entonner son chant du cygne. La mode est à la silhouette en bite, avec une taille extrêmement marquée. On pourrait penser que le corset servait alors à réduire les tailles à l'extrême, mais ce n'est qu'à moitié vrai. Il y a effectivement une petite réduction, cependant si la taille paraît si fine, c'est grâce au rembourrage de la poitrine et des hanches, très commun à cette époque. Par effet d'optique, grâce à des formes faussement très développées, on obtient cette taille quasi irréelle. Pratique très commune sur les photographies de la Belle Époque, les tailles des dames, et parfois des hommes, étaient pratiquement toujours redessinées et affinées à la main, en post-production. Le premier Photoshop de l'histoire est donc né au début du XXe siècle. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage à travers le temps. Retrouvez-nous sur notre stand Fleur Velvet Couture et Linda Herstyle. Hall 5, stand numéro 515. À bientôt.